Bienvenue. Aujourd'hui, on explore un peu la vie d'Albert Einstein. Hmm. On se base sur une analyse vidéo de la bio écrite par Walter Isaacson. L'objectif, c'est de voir ce qu'on peut tirer de sa personnalité, de son génie, et si c'est encore pertinent aujourd'hui, quoi. Oui, un personnage fascinant, c'est sûr. Alors, la première chose vraiment qui ressort chez Einstein, c'est son indépendance. Un besoin viscéral de liberté, hein. Ah oui, tout à fait. C'est assez intéressant parce qu'il avait des idéaux plutôt socialistes, mais en même temps, il rejetait toute forme d'autoritarisme, que ce soit le communisme, le nationalisme ou même le militarisme. Hmm. Il y était allergique. Exactement. Il a même refusé d'aller en URSS, justement à cause de ça, du manque de liberté. Isaacson le cite bien. Attends, ses instincts impudents l'ont rendu allergique au nationalisme, au militarisme et à tout ce qui pouvait ressembler à une mentalité de groupe. C'est très parlant, ça. Et ce qui est fou, c'est que cet individualisme, cette non-conformité, c'était pas juste pour faire joli, c'était le moteur de sa science. Ah oui, bah oui, il avait cette phrase « Longue vie à l'impudence, c'est mon ange gardien ». Pour lui, c'était clair, le progrès vient des individus, des idées qui sortaient du cadre, des esprits libres. La tolérance, n'était pas juste une idée en l'air, c'était la condition nécessaire pour être créatif. D'accord. Et ça nous amène à son génie, justement. Ce n'était pas seulement une question de puissance intellectuelle brute, si? Non, non, loin de là, la source insiste beaucoup là-dessus, sur l'imagination. Exactement. L'imagination, ces fameuses Gedanken Experiment, les expériences de pensée, c'était sa méthode, hein? Hum. Quand il s'imaginait à califourchon sur un rayon de lumière, ce n'est pas une simple rêverie, c'était le point de départ pour déconstruire logiquement la physique de Newton. Incroyable. Il disait lui-même, l'imagination est plus importante que le savoir. Parce que le savoir, bon, il a ses limites, tandis que l'imagination, elle peut englober le monde. Et il arrivait à communiquer ça simplement, c'est ça. Oui, avec des métaphores claires pour expliquer des trucs hyper complexes. Très fort pour ça. Et cette façon de penser, ça venait d'où? Peut-être de son éducation. Il n'était pas très scolaire, j'ai cru lire. Ah, pas du tout. L'école allemande de son enfance, le style prussien, il détestait ça. Apprendre par cœur, l'autorité un peu bête. Oui. Un prof aurait même dit que sa seule présence manquait de respect à la classe. Ah oui, quand même. Heureusement, il y a eu une autre école après, en Suisse, Pestalozzi. Et là, c'était différent. On valorisait l'observation, l'intuition, l'imagination. D'accord, plus sa tasse de thé. Voilà. Et ça l'a sûrement aidé à oser questionner les dogmes. Comme la théorie de l'éther, tu sais, cette substance qu'on imaginait partout pour que la lumière voyage. Oui, oui. Henri Poincaré, un grand physicien français très brillant, était tout près de la relativité. Mais il n'a pas osé lâcher les anciennes idées. Einstein, lui, l'outsider, le jeune inconnu, il a sauté le pas. Révolutionnaire. Cette audace, on la voit ailleurs? Dans sa vie perso. Oui. Son aversion pour la rigidité se voit dans sa passion pour le violon, par exemple. C'était pas juste pour se détendre, plutôt un outil créatif. Apparemment, il improvisait la nuit quand il était coincé sur un problème. Intéressant. Et puis il y a eu le fameux conseil Solvay en 1911, une sorte de mastermind scientifique financé par Ernest Solvay. Ah oui. Ça réunissait les plus grands physiciens. Einstein y était, jeune mais déjà respecté. Donc malgré son individualisme, il croyait aussi à l'intelligence collective. Mhm. Et sur un plan plus intime, ses idées sur les relations, disons, moins exclusives, découlaient aussi de ce besoin fondamental de liberté. Mais cette différence, cette liberté, ça a dû lui attirer des ennuis, non? Ah bah oui, énormément. Son pacifisme, son internationalisme, et puis le fait qu'il soit juif dans une Allemagne où l'antisémitisme montait, ça lui a valu beaucoup d'attaques, de persécutions. J'imagine. Ça rejoint un peu ce que Freud appelait le scepticisme créatif des outsiders. Être en marge, ça pousse à questionner. Et comment il a réagi? Avec une adaptabilité assez dingue. Il a changé de nationalité plusieurs fois, prussien, puis apatride, suisse, allemand. Puis il a renoncé à la nationalité allemande avec le nazisme pour finir américain et suisse. Waouh. La migration comme solution face à un environnement hostile, quoi. Une petite nuance intéressante dans la source, sa capacité à penser en système était peut-être euh, plus développée que son empathie, ce qui expliquerait certaines difficultés relationnelles. Le revers de la médaille de cet individualisme, peut-être. Quelle vie complexe. Et pour terminer cette image forte, à sa mort, on trouve près de lui 12 pages d'équations. Il cherchait encore, jusqu'au bout. Exactement. Sa théorie des champs unifiés. La quête ultime pour lier les grandes forces de l'univers, gravité, électromagnétisme,
Tout ça dans une seule théorie. Et ça laisse une question en suspens, je trouve. Au-delà de la science, hein, comment est-ce qu'on pourrait, nous, aujourd'hui, adopter un peu de ce scepticisme créatif? Oui. Comment faire plus de place à l'imagination face aux habitudes, au savoir établi? Dans nos propres activités, nos réflexions, ça ouvrirait peut-être des voies nouvelles, qui sait?